bienvenue dans cette vidéo de thermochimie où on va s'intéresser au déplacement d'équilibre. Alors qu'est-ce que c'est s'intéresser au déplacement d'équilibre? Eh bien, considérons un équilibre quelconque, donc deux réactifs qui donnent deux produits, A plus B donne C plus D. La question qu'on va se poser, c'est si j'augmente la température de mon système chimique, est-ce que je vais favoriser la formation de davantage de produits? Ou au contraire, si j'augmente la température, il va y avoir moins de produits formés par cette réaction. Donc comment se déplace l'équilibre chimique lorsque j'augmente la température? On va se poser la même question avec la pression. Si j'augmente la pression de mon système, est-ce que je déplace l'équilibre pour former plus ou moins de produits? Donc ça, on comprend bien que c'est quelque chose d'extrêmement important en synthèse industrielle, puisque on doit optimiser la synthèse de procédés, enfin, on doit optimiser les procédés chimiques pour synthétiser le maximum de produits. On va devoir faire des compromis, c'est ce qu'on va voir après, et donc c'est un petit peu l'objet de cette vidéo, c'est de se poser la question, quelle est l'influence de la température et de la pression sur le déplacement d'équilibre? Alors, on va traiter ce cas-là, la formation du dihydrogène à partir du méthane, et on nous donne l'enthalpie libre au standard de réaction ici, et on vous demande quelle est l'influence d'une variation de pression et d'une variation de température sur l'équilibre. Donc on va présenter la méthode dans la suite. Alors si vous voyez cette vidéo pour la première fois, vous ne connaissez pas la méthode, eh bien il faut suivre la suite pour voir la méthode. Sinon, vous mettez sur pause et puis vous cherchez la réponse à la question si vous connaissez déjà la méthode. Donc on est parti. Voyons la méthode. Comment prédire le déplacement? Alors déjà, il y a un travail préliminaire. Donc on va naturellement définir le paramètre qu'on veut faire varier. Donc ici, on va s'intéresser à la température et à la pression. Et puis, en travail préparatoire, on va exprimer Q et K0 en fonction de ce paramètre. Alors, K0 ne dépend que de la température. Donc si le paramètre en question qu'on va faire varier, c'est la température, on va regarder comment K0 varie avec la température. Et pour savoir comment K0 varie avec la température, on utilise la loi de Van 't Hoff. La dérivée par rapport à la température de ln de K0, c'est delta RH0 sur RT carré. Ça nous dit tout de suite que si delta RH0 est positif, alors ln de K0 évolue de manière croissante avec la température, donc K0 évolue de manière croissante avec la température. Donc si delta RH0 est positif, K0 augmentera quand la température augmentera. A contrario, si delta RH0 est négatif, K0 diminuera lorsque la température augmentera. Donc ça, c'est si on s'intéresse à la température. Si on s'intéresse à un autre paramètre, eh bien, il n'interviendra pas dans K0, puisque K0 ne dépend que de la température, mais il interviendra dans Q, le quotient de réaction. Et donc on va exprimer Q en fonction de ce paramètre. Alors pourquoi on cherche à exprimer K0 ou Q en fonction du paramètre? Parce qu'un équilibre, c'est caractérisé par l'égalité entre le quotient de réaction à l'équilibre et la constante de réaction K0. Donc si un des paramètres influe sur K0 ou sur Q, eh bien ça va modifier l'équilibre final. Donc, que fait-on dans l'étape principale qui est l'étape 3 pour savoir comment évolue l'équilibre? On part d'un équilibre initial pour lequel on a Q équilibre égale K0. Alors c'est l'équilibre initial. On va faire une action, c'est-à-dire qu'on va modifier la température, on va modifier le paramètre, la pression. Si on modifie la température ou la pression, ça va jouer sur K0 ou sur Q. Eh bien, on va voir ce qui se passe. Soit K0 augmente ou diminue, soit Q augmente ou diminue, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir on n'aura plus égalité entre Q et K0, puisqu'il y en a un des deux qui aura varié. On regarde donc dans quelle situation on se situe désormais. Si Q est plus petit que K0, eh bien alors la réaction va se produire dans le sens direct et on va favoriser la formation de produits. Si Q devient supérieur à K0, eh bien dans ce cas-là, la réaction va se produire dans le sens indirect et va mener à la formation de réactifs. Et donc on va voir ça sur deux exemples. On va d'abord s'intéresser à l'influence de la température. Alors, il y a une loi générale qui n'est pas à connaître et qui n'est pas rigoureusement au programme, mais je la cite parce que c'est quand même intéressant de la connaître, parce que des fois, il y a des sujets qui en parlent. C'est la loi de modération de Van 't Hoff. Et la loi de modération de Van 't Hoff dit que l'augmentation de la température conduit toujours à faire évoluer l'équilibre chimique dans le sens endothermique. En quelque sorte, si vous augmentez la température du système chimique, il va réagir en essayant d'absorber la chaleur que vous apportez au système chimique. Alors, toutefois, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette loi directement pour répondre à la question quand on vous demande que se passe-t-il si la température augmente. Il va falloir faire la méthode qu'on voit en dessous. Mais c'est très intéressant
de vérifier rapidement que votre résultat que vous allez trouver est conforme avec la loi de modération de Van 't Hoff. Ça vous permet de vous rassurer sur le résultat que vous avez trouvé. Donc, on va appliquer le point méthode que nous avons vu à l'équilibre de formation du dihydrogène. Donc ici, on s'intéresse à l'influence de la température. Donc, on s'intéresse à T, et T, on sait qu'elle intervient dans la constante d'équilibre K0. Donc, on sait que d de ln de K0 sur dt égale delta RH0 sur RT carré. Et delta RH0, on le lit ici, c'est 227 10 puissance 3 kJ par mol, enfin 227, pardon, 10 puissance 3 joules par mol. Et donc, ici, d de ln de K0 sur dt est positif, car delta RH0 est positif. Ça veut dire que K0 est une fonction croissante de t. Donc, en revanche, on sait que t ne va pas modifier le quotient de réaction Q, donc on ne s'intéresse pas à ça. Donc maintenant qu'on a fait ce travail préparatoire, on analyse. Donc partons d'une situation d'équilibre initiale. Et donc on écrit Q ec initial égale K0. Et alors moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit schéma comme ça où on va mettre Q équilibre initial et K0 en dessous. Petit b, on va faire une action, on va faire varier le paramètre qui nous intéresse. Donc on va le faire varier dans le sens qu'on veut. Augmentons T. D'après ce qu'on a vu précédemment, ça va se traduire par K0 qui augmente. Puisqu'on a vu que K0 était une fonction croissante de T. Q, lui, est inchangé, puisque la température n'intervient pas dans le quotient de réaction. Donc qu'est-ce qui va se passer? K0 augmente, Q inchangé. Je vais me retrouver avec un nouveau K0 qui se situe ici. Donc là, je mets par une petite flèche 1 ce qui se passe suite à l'action. Eh bien, on voit que désormais, petit c, on a Q qui est désormais plus petit que K0, hein, puisque Q est toujours ici et K0 est là. Et alors là, on va avoir une réaction dans le sens direct. On sait que si Q est plus petit que K0, on a une réaction dans le sens direct. C'est-à-dire, le sens direct, c'est le sens de formation des produits. C'est-à-dire qu'on va former davantage encore de dihydrogène. Et ça, c'est ce qu'on souhaite, puisqu'on souhaite maximiser la production de dihydrogène à travers notre réaction. Et donc ici, l'augmentation de température, c'est quelque chose de positif pour former davantage de produits. Donc si on veut former davantage de produits, on augmente la température. Donc l'augmentation, la conclusion, c'est que l'augmentation de température favorise le sens direct de la réaction. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, on nous demande montrer que la loi de modération de Van 't Hoff est vérifiée. La loi de modération de Van 't Hoff qui disait que l'évolution de température conduisait à faire évoluer l'équilibre chimique dans le sens endothermique. Eh bien ici, on a delta RH0 qui est positif de la réaction qui est écrite. Ça veut bien dire que le sens direct, celui dans lequel est écrit l'équation de réaction, est endothermique. Ça, c'est la définition. Delta RH0 positif, ça veut dire qu'on a une réaction qui est endothermique. Eh bien, cette réaction, donc dans le sens direct, est bien favorisée par une augmentation de température. Donc la loi de Van 't Hoff est vérifiée. La loi de modération de Van 't Hoff est vérifiée. Si on avait eu delta RH0 est négatif, ça veut dire que le sens direct de réaction est exothermique, et donc une augmentation de température aurait eu tendance à former plus de réactifs et moins de produits. Donc déplacer l'équilibre dans le sens indirect. Dernière question. Question 3. Quel compromis doit-on trouver sur T? Alors, il faut avoir en tête que, bien sûr, l'objectif, c'est de favoriser le maximum de produits. Mais la température, elle est associée à d'autres contraintes. Par exemple, une température trop élevée
bien c'est coûteux. C'est énergivore. Ça a un coût énergétique important parce qu'il faut chauffer le système chimique, il faut chauffer le milieu réactionnel. Et donc ça, d'un point de vue énergétique, c'est pas anodin pour l'industriel qui réalise la synthèse du dihydrogène. Donc on va avoir un compromis à trouver sur la température ici, puisqu'on a vu qu'ici il fallait augmenter la température pour former plus de produits, mais après, il faut faire attention aussi que d'un point de vue énergétique, ça ne coûte pas trop cher à l'industriel, que ce ne soit pas trop gourmand. Donc, compromis à trouver. De même, si on avait trouvé si on avait trouvé qu'il fallait baisser la température pour augmenter la quantité de produits formés. Donc, si il fallait travailler plutôt à basse température pour former des produits, pour former le maximum de produits. Ça aurait été le cas si on avait eu delta RH 0 négatif pour notre réaction. Dans ce cas-là, tout le raisonnement qu'on a fait à la question 1 aurait été inversé. On pourrait se dire, bien, très bien, on va travailler à la température la plus basse possible, on va travailler à température ambiante. Et bien là, il y a un autre compromis à trouver, c'est que, attention, une température trop faible peut être associée à une cinétique lente. Parce qu'on sait que plus la température est élevée, plus la cinétique de la réaction est grande. Plus la réaction se fait rapidement. La température est un facteur cinétique. Donc si on travaille à trop faible température, on peut avoir une vitesse de réaction trop faible. Et là encore, il faudrait trouver un compromis entre cinétique chimique et production des produits. Parce que certes, imaginons qu'on ait delta RH 0 négatif, on montre qu'il faut baisser la température pour déplacer l'équilibre dans le sens des produits. Certes, on va baisser la température pour former plus de produits, mais si on les forme beaucoup plus lentement, c'est pas forcément intéressant non plus. Donc il y aura encore un compromis à trouver dans ce cas-là. Donc vous voyez que donc là il y a un autre compromis à trouver. Que vous ayez une réaction qui soit favorisée à haute température, vous avez un compromis avec l'aspect coût énergétique. Et si vous avez une réaction qui est favorisée à basse température, là vous avez plutôt un compromis à trouver avec l'aspect cinétique. Il ne faut pas que votre réaction soit trop lente. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'influence de la température sur le déplacement d'équilibre. Alors maintenant on va s'intéresser à la même réaction, mais point de vue pression. Et alors là on a la loi de modération de Le Chatelier, pareil qui n'est pas à connaître, dans le cadre du programme. On vous demande toujours de refaire la démonstration, mais c'est encore un moyen de vérifier votre résultat rapidement pour voir s'il est cohérent. L'augmentation de la pression conduit à faire évoluer l'équilibre chimique dans le sens d'une diminution du nombre de molécules de gaz. Autrement dit, c'est comme si quand on augmentait la pression, le système réagit en diminuant le nombre de molécules de gaz pour faire de la place. Enfin, on peut essayer de se le visualiser un petit peu comme ça. Si on augmente la pression, on va avoir tendance à diminuer le nombre de molécules de gaz. Alors, voyons ce qui se passe dans le cas de la synthèse du dihydrogène sur l'influence de la pression. Donc on va regarder tout d'abord l'influence de la pression. Donc K0 ne dépend pas de P, donc ça ne va pas évoluer. Par contre Q, on peut l'exprimer. Alors on va exprimer avec les activités, donc activité du gaz H2 sur activité de CO, sur activité de H2O, sur l'activité de CH4. On sait que les activités ici, on va pouvoir les assimiler aux pressions partielles. Donc il va y avoir 1 sur P0 au carré qui va passer devant. Aux pressions partielles divisées par P0, la pression standard. Donc PH2O, PCH4. Et alors moi je veux faire apparaître la pression du système, P, la pression du système chimique, ou ce qu'on appelle la pression totale aussi. Donc je vais faire intervenir les fractions molaires, puisque je vais pouvoir utiliser la propriété que la pression partielle du gaz est de sa fraction molaire fois la pression du mélange. Donc j'ai cette expression qui apparaît, XH2O, XCH4. Donc voilà ce qu'on trouve. Et on voit que la pression est au numérateur du quotient de réaction. Donc Q augmente si P augmente. Q évolue de manière croissante avec P, d'après ce qu'on vient de voir. Ça c'est pareil, c'est pas toujours vrai, ça dépend de l'écriture de Q propre à chaque réaction. Donc maintenant,
Petit a, donc on va dérouler dérouler ce qui va se passer. On part toujours, ça j'insiste vraiment sur la rédaction à cet endroit-là. Le petit a, petit b, petit c, il faut toujours les faire dans cet ordre-là. On part d'un équilibre initial. Donc c'est-à-dire qu'on a Q équilibre ini égale K0. Hop, on écrit Q équilibre ini K0. Petit b, on fait donc action. Donc on avait notre situation initiale, petit a, élément perturbateur, l'action, on augmente la pression. Bon, et alors qu'est-ce qui va se produire? Si on augmente la pression, on a Q qui va augmenter, d'après ce qu'on a vu précédemment, et K0 reste identique. Donc, je passe de là à là. Première étape, hein, Q augmente, donc Q se retrouve ici. Donc ça, c'est ce que je dessine en rouge ici. Eh bien, désormais, Q est supérieur à K0, et ça, on sait que ça va se traduire par une réaction qui va se faire dans le sens indirect. Dans le sens indirect, puisque Q va vouloir rejoindre K0, donc là on va voir la réaction qui se fait dans le sens indirect. Conclusion, une augmentation de P favorise le sens indirect de la réaction. Donc si on veut que la réaction qu'on étudie produise le maximum de produits, ben on a intérêt ici à travailler plutôt à basse pression. Donc voilà pour cette question. Est-ce que la loi de Le Chatelier est vérifiée? Eh bien on a vu qu'une augmentation de pression, ça favorisait le sens qui allait engendrer une diminution du nombre de molécules de gaz. Regardons l'équilibre. Ici on a 2 molécules de gaz, 4 molécules de gaz du côté droit. Il est clair que le sens qui engendre une diminution du nombre de molécules de gaz, c'est le sens indirect. Donc on voit le sens indirect est bien celui qui est associé à une diminution du nombre de molécules de gaz. La loi de Le Chatelier est vérifiée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les déplacements d'équilibre associés à des variations de température ou de pression. Juste, il y a donc la plupart des exercices, ça va être les deux paramètres qui vont varier. On peut aussi décider de faire varier la fraction molaire d'une espèce. Par exemple, on vous dit quelle est l'influence si on rajoute de l'eau sous forme gazeuse dans le mélange, et bien vous allez voir que ça va avoir tendance à augmenter le dénominateur de Q, donc l'augmentation de la fraction molaire de H2O va se traduire par une baisse du quotient de réaction, et bien ensuite vous pouvez faire la même démarche. Et il y a un autre exemple qui est intéressant et que je vais citer rapidement, c'est que des fois on vous dit que se passe-t-il si on ajoute des gaz inertes dans le système chimique. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ajoute du diazote dans le système chimique, du N2 gazeux, quelle va être l'influence sur le déplacement d'équilibre? Alors, ça ne paraît pas évident, donc il faut comprendre quelle va être l'influence de l'ajout du diazote, et pour le comprendre, on va aller un petit... Alors, ça ne va pas jouer sur la température, donc ça ne va pas jouer sur K0, mais ça va jouer sur le quotient de réaction. Alors, c'est pas évident tout de suite, mais rappelez-vous que XH2, c'est la fraction molaire de H2, c'est NH2 sur N total de molécules de gaz, la quantité totale de molécules de gaz. Et si vous ajoutez du diazote gazeux, vous changez le paramètre N total gaz. Et donc ici, Q, dans ce cas-là, sera égal à P sur P0 au carré, et je vais avoir NH2 au cube, NCO, NH2O, NCH4, et fois 1 sur N total gaz au carré. Et on voit que finalement, augmenter N total gaz, donc rajouter des espèces inertes, comme le diazote, ça va augmenter la quantité totale de gaz, ça va se traduire par diminuer Q. Et donc, on va pouvoir faire la même histoire que d'habitude. Je pars d'un équilibre initial, j'ajoute des gaz inertes, je diminue donc j'augmente N total gaz, je diminue Q. Et donc je n'ai plus Q égale K0, Q est plus petit que K0. Si Q est plus petit que K0, j'ai une réaction dans le sens direct. Donc vous voyez comment on traite aussi
des cas moins classiques, mais c'est tout le temps la même méthode et c'est celle-là qu'on attend dans vos copies. Et j'insiste vraiment sur cette rédaction. Ce qui est très important, c'est de partir d'un équilibre initial et seulement ensuite de faire varier le paramètre. Si vous ne rédigez pas comme ça, vous risquez d'aboutir peut-être à des contresens ou en tout cas avoir une rédaction qui n'est pas claire. Et ça, on attend vraiment là-dessus que ce soit bien fait. Voilà donc pour cette vidéo. Et puis, il faut maintenant s'entraîner sur des exos pour s'assurer que c'est maîtrisé.